Bonjour à tous. Comme Eric vous l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui d'entretien des sols, parce que l'entretien des sols est un des éléments très importants de la mise en œuvre d'une viticulture durable. Et notamment, je vais vous parler beaucoup d'implantation de couverts végétaux, car l'implantation de couverts végétaux dans les systèmes de culture est une pratique agroécologique qui est susceptible de rendre de nombreux services écosystémiques, tels que la réduction des herbicides, mais également la limitation de leur transfert dans le milieu, mais également l'amélioration de la fertilité des sols. Donc, à ce titre, ils sont au cœur en fait, de l'étude des stratégies innovantes d'entretien du sol. Et je vais vous présenter ici en fait, une synthèse des différents travaux qui sont menés à l'IAV Sud-Ouest sur ce thème, en faisant un focus sur deux axes de travail principaux. Donc, d'une part, en fait, des essais qui ont été menés dans une optique essentiellement de réduction des herbicides et qui concernent en fait, l'évaluation de la faisabilité d'installation d'un enherbement sous le rang, voire la faisabilité en fait, de la mise en œuvre d'un enherbement sur la totalité de la parcelle. Donc pourquoi s'intéresser en fait, à cette pratique dans le cadre de la réduction des herbicides? Parce que dans le sud-ouest, vous le savez tous, l'enherbement des intrants est une pratique aujourd'hui qui est très développée. Et finalement, pour aller vers la réduction des herbicides, la zone de contrainte majeure, c'est la zone sous le rang, pour laquelle en fait les alternatives qui existent aujourd'hui, l'alternative qui existe aujourd'hui est essentiellement le désherbage mécanique, qui est une pratique relativement contraignante. Donc mon exposé sera divisé en deux temps, et dans un deuxième temps, on sortira un peu en fait du cadre strict de réduction des herbicides pour s'intéresser à des pratiques d'entretien des sols qui visent à améliorer la fertilité des sols. Et ces pratiques, en fait, sont des pratiques d'implantation des engrais verts en viticulture. Donc, on ne sera pas là non plus totalement éloigné de cette problématique de réduction des herbicides, puisque l'idée, c'est d'améliorer la fertilité des sols pour lever, en fait, la contrainte principale, en fait, à l'alternative d'enherbement, qui est son effet de concurrence hydroazotée. Donc, sur les engrais verts, nous évoquerons, en fait, quelle est l'incidence, en fait, du type de couvert végétal et de son mode de destruction, dans un objectif essentiellement d'alimentation azotée de la vigne. Donc, dans un premier temps, faisons le point sur les essais menés à l'IAV sur la pratique d'enherbement maîtrisé sous le rang. Donc, ces essais ont été menés selon deux axes. Premièrement, depuis 2007, nous évaluons l'enherbement sous le rang à travers des essais factoriels, des essais classiques que nous menons classiquement et qui sont menés à l'échelle de la micro-parcelle. Cependant, l'originalité des travaux que nous avons menés, c'est que dans un deuxième temps, nous avons évalué l'incidence en fait, de cette pratique essentiellement sur des facteurs coût et organisation du travail à l'échelle de la parcelle grandeur nature, dans le cadre d'un programme qui s'est déroulé de 2010 à 2012 et qui s'intitule le programme Zéro Herbiviti. Donc si on commence par faire le point sur les acquis en fait, de nos essais menés en micro-parcelles. Donc, ces essais en fait, ont été menés de 2007 à 2013, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en cours, puisqu'il est important en fait, d'étudier l'influence des pratiques d'entretien du sol à long terme. Et ils ont été menés sur 3 secteurs du sud-ouest. 2 parcelles ont été mises en place sur les secteurs AOP Cahors et AOP Fronton, et une parcelle a été menée sur le secteur IGP Côte de Gascogne. Donc, ces essais ont visé à comparer en fait, différents modes d'entretien du sol sous le rang, donc le désherbage chimique, le désherbage mécanique et également l'enherbement. Alors, nous avons étudié des modalités d'enherbement naturel, mais également des modalités d'enherbement semé à base essentiellement de graminées pérennes. Donc, sur l'ensemble des sites qui étaient représentatifs des caractéristiques de Midi-Pyrénées, l'entretien des intrants initialement était un enherbement permanent. De ce fait, en fait avec l'introduction de l'enherbement maîtrisé sous le rang, nous avons évalué des parcelles conduites en enherbement total. Donc l'objet ici n'est pas de vous représenter l'ensemble des données obtenues sur chaque site, mais de vous en faire une synthèse. Donc voici ce petit schéma de synthèse en fait, de l'ensemble des mesures que nous avons effectuées sur les sites en enherbement total. Donc ce que nous avons pu observer, c'est que le passage en enherbement total a entraîné une réduction de rendement sur l'ensemble des sites, mais qui était cependant variable selon les sites, selon leurs caractéristiques pédoclimatiques, mais également selon les différentes modalités d'enherbement que nous avons mises en œuvre et selon les millésimes.
Donc cette réduction de rendement que nous avons enregistrée était plus ou moins acceptable selon les sites et s'échelonnait de moins 20% à moins 40% par rapport à la référence des herbages chimiques. Donc cette réduction de rendement, elle était à la fois liée à une diminution du nombre de grappes et du poids des grappes. Nous avons également noté un impact en fait, de l'enherbement total sur le taux de débourrement qui nous a amené à nous poser des questions sur une éventuelle influence en fait, sur la mise en réserve de l'azote et qui a permis d'expliquer en partie en fait, une réduction de la surface foliaire primaire liée à l'enherbement total. Nous avons également noté une réduction de la vitesse d'allongement des rameaux qui a concouru également à une réduction de la surface foliaire. Et l'ensemble des mesures que nous avons effectuées a permis de mettre en évidence que la concurrence exercée par l'enherbement était essentiellement azotée plutôt qu'hydrique. Voilà. Cependant, ces résultats ont été obtenus dans des conditions relativement extrêmes d'expérimentation, c'est-à-dire que là on est dans des essais factoriels où toutes choses sont égales par ailleurs, et notamment ces parcelles d'expérimentation ont été conduites sans aucune fertilisation complémentaire. Donc, ces résultats nous ont amenés à remettre en question en fait, la pratique d'enherbement total et surtout dans des cas de production IGP pour lesquels un objectif de production élevé est recherché. Et donc face à ce constat, nous avons réorienté notre parcelle d'essai en IGP Côte de Gascogne afin de moduler la surface enherbée pour réduire la concurrence exercée. Et de ce fait, nous avons supprimé l'enherbement un interrond sur 2 en le remplaçant par du désherbage mécanique dans l'objectif en fait, de toujours respecter la contrainte de non-utilisation d'herbicides et en gardant l'enherbement sous le rang avec l'idée qu'en termes d'organisation du travail, c'est une technique qui permet plus de souplesse que le désherbage mécanique sous le rang. Donc, quels sont les principaux résultats de l'évolution de ce système? Donc, suite à l'introduction du désherbage mécanique un interrond sur 2, nous avons pu constater une augmentation de la vigueur dès l'année qui a suivi le changement de pratique. Et là, le graphique que vous voyez sur la diapositive représente en fait l'évolution du rendement. Et donc, le rétablissement du rendement suite au changement de pratique s'est effectué dans les 2 ans qui ont suivi l'introduction du désherbage mécanique, en lien avec la physiologie du développement des inflorescences de la vigne dont le cycle s'établit sur 2 ans. Et nous voyons qu'à terme, finalement, on atteint l'objectif de rendement avec ce type d'itinéraire d'entretien du sol. Et même, voilà, on arrive à des niveaux de rendement similaires finalement à la référence qui est désherbée toujours chimiquement sous le rang. Donc pour faire une transition, nous avons vu que les essais en microparcelles nous ont permis de cerner en fait, les incidences agronomiques de la mise en œuvre de l'enherbement sous le rang sur la vigne. Cependant, comme toute technique innovante, c'est une pratique qui amène beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre qu'avec des essais en microparcelles, ce qui a amené à mettre en place le programme Zero Herbivity, donc qui est un programme qui vise à évaluer et à donner les clés de la transférabilité des itinéraires sans herbicides basés sur la pratique d'enherbement sous le rang. Donc le programme Zero Herbivity s'appuie sur un réseau de sites d'études pilotes sur lesquels les différents impacts de la mise en place d'itinéraires construits autour de la mise en œuvre d'un enherbement sous le rang sont appréhendés à l'échelle de la parcelle agricole. Et il vise à tester la transférabilité du dispositif dans sa dimension organisation du travail et également économique et sociale. Donc les sites pilotes qui ont été mis en œuvre ont servi de support pour l'enregistrement en fait, des coûts et des temps de travail. Et un réseau d'enquêtes a été, un ensemble d'enquêtes, plus de 100 enquêtes ont été réalisées auprès de vignerons et auprès de professionnels du secteur vitivinicole pour évaluer en fait leur acceptabilité de ce type d'itinéraire sans herbicide. Donc le programme Zero Herbivity, c'est un projet collaboratif à l'échelle du bassin versant à Dour-Garonne. Et les 7 sites pilotes mis en œuvre ont été choisis pour être représentatifs à la fois des objectifs de production sur l'ensemble du bassin, mais également ont été choisis dans des secteurs sensibles en fait, d'un point de vue qualité de l'eau.
Donc pour mettre en place en fait ce type d'expérimentation qui sort un peu des expérimentations en microparcelles qu'on a l'habitude de mener, un investissement en matériel sur les sites vitrines a été nécessaire. Et donc chacun de ces sites a obtenu des financements pour s'équiper en matériel. Cependant, comme nous l'avons vu, la pratique d'enherbement total, l'enherbement total n'est pas l'itinéraire que l'on peut mettre en œuvre sur l'ensemble des sites. Donc il y a une réflexion préalable en fait sur l'adaptation du matériel à l'itinéraire choisi. Et on voit que sur certains sites, on a pu conserver l'enherbement total avec une acquisition de tondeuses intercept et interrants qui permettaient de faire des opérations combinées, alors que sur d'autres sites où l'entretien des interrants n'était pas uniquement mené en enherbement, on s'est orienté vers d'autres types de matériel tels que des tondeuses intercept sur mât déporté. Donc si on reprend un peu ces deux cas de figure et qu'on s'intéresse à des exemples de coûts qui ont été enregistrés sur ces sites, donc je vais vous présenter ça assez rapidement parce que l'objet ici, c'est pas de rentrer dans le détail des coûts obtenus sur chaque site, mais là on voit que dans deux cas de figure, quelle peut être la répartition des coûts par opération, hors opération identique, entre l'itinéraire conventionnel, donc où on a conservé le désherbage chimique sous le rang, et l'itinéraire ZHV, zéro herbivity, avec de l'enherbement sous le rang. Donc ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans le détail de ces graphiques, dans ces deux cas, c'est que oui, en fait, les pratiques alternatives entraînent un surcoût, mais ce surcoût demeure modéré. Donc là, on a des surcoûts de plus 6 à plus 10%. Et ce surcoût, en fait, est lié essentiellement à un temps de passage de la tondeuse intercept, donc du temps de main-d'œuvre. Et donc, ce coût-là peut être on va dire diminué par une meilleure organisation du travail, notamment. Donc voilà, quels sont les principaux enseignements en fait, de ce programme Zero Herbivity? Donc, comme on vient de le voir, c'est que le facteur finalement de surcoût principal à ces itinéraires innovants, c'est le temps de travail et que c'est un surcoût qu'il faut maîtriser, qu'on peut maîtriser dans une certaine mesure en fait, et notamment en revoyant l'exigence de propreté et de tonte, en étant moins exigeant sur la propreté de tonte, et d'autre part en raisonnant globalement la mécanisation. Le choix du matériel est notamment un facteur clé à prendre en compte lorsque les itinéraires se complexifient et lorsque tous les interrants ne sont pas conduits de la même façon. Et pour réduire les temps de travaux, la combinaison des opérations est un facteur essentiel. Au niveau social, l'acceptabilité de l'innovation c'est avéré variable suivant les bassins de production et le type de production. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est apparu, c'est qu'il y a quand même... certains vignerons ont exprimé un manque de technicité vis-à-vis de ces nouvelles pratiques. Et une nécessité, en fait, d'avoir accès plus facilement à certains types de matériel et certains approvisionnements, tels que des matériels de tonte et les semences. Avoir un accès plus facilité. Également, il y a quand même une problématique qui reste toujours prégnante. C'est la problématique de l'implantation de ces couverts sous le rang, qui aujourd'hui n'est pas mécanisable, donc qui est un vrai frein à la mise en œuvre de ce type de couverts. Cependant, des travaux sont en cours pour mettre au point des prototypes de ce mois. Donc en termes de perspective pour ces aspects d'itinéraire sans herbicides, donc, dans la continuité du programme Zero Herbivity, un plan de communication à destination des acteurs directement en prise avec les producteurs va être mis en place pour améliorer le transfert. Mais ce qui est apparu également dans le cadre du programme Zero Herbivity, c'est que l'enherbement total, finalement, c'est un itinéraire qui est perçu comme réellement en rupture et qui n'est pas toujours évident à être accepté tel quel. Et donc, il est important de pouvoir proposer des alternatives à l'enherbement total tout en restant dans la non-utilisation d'herbicides. Et c'est pour cela que nous avons une réflexion perpétuelle en fait, sur les stratégies innovantes d'entretien du sol. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie de mon exposé. Parce qu'une des alternatives que l'on peut envisager à l'enherbement permanent des interrants, c'est l'intégration de couverts temporaires de type engrais vert. Voilà. Donc là, je vais passer à une autre série d'essais que nous avons. J'espère que je suis dans les temps.
Et je vais vous parler d'engrais verts, donc de couverts toujours d'enherbement, en fait, de couverts végétaux, mais de couverts végétaux temporaires. Donc qu'est-ce qu'un engrais vert? Donc un engrais vert, c'est un couvert végétal qui est implanté non pour être récolté, mais pour être restitué au sol afin d'en améliorer la fertilité. Donc les engrais verts sont généralement constitués d'espèces annuelles divers susceptibles de produire de fortes biomasses en un temps relativement limité. Ils ont une influence sur le cycle de l'azote, notamment via le piégeage et la restitution d'azote minéral du sol. Donc le piégeage pendant leur croissance et la restitution après leur destruction. Et via l'apport d'azote exogène au système de culture dans le cas où l'engrais vert comporte des espèces de la famille des légumineuses. Ces plantes sont également à plus long terme une source de matière organique pour le sol. Ils sont susceptibles de capter des éléments minéraux en profondeur et de les restituer. Et ils ont une incidence positive sur la structure du sol par effet de protection et également de structuration via la présence de la biomasse racinaire. Donc, en viticulture, il est important en fait, de bien raisonner la conduite des engrais verts de leur semis à leur destruction pour bénéficier de leurs effets positifs sans avoir d'effets négatifs. Donc, les travaux que je vais vous présenter en fait, se sont attachés à caractériser différents leviers en fait, dans la conduite des engrais verts. Au niveau du semis, il s'agira d'évaluer en fait, les enjeux du choix d'espèces. Et nous sommes également intéressés à différents modes de destruction des engrais verts. Et nous savons évaluer ces deux facteurs en fait, dans la conduite des engrais verts par rapport essentiellement à l'objectif de fourniture d'azote par les engrais verts. Donc nous avons mis de côté pour l'instant les autres services, et notamment les services sur l'amélioration de la fertilité des sols des engrais verts pour nous focaliser sur la fourniture d'azote. Donc comment avons-nous mis en œuvre ces expérimentations? Nous les avons mis en œuvre à l'échelle de la parcelle, enfin à l'échelle de la micro-parcelle, sur une parcelle de Duras, en IGP, Côte du Tarn. Et nous avons comparé en fait, à un témoin qui est un enherbement naturel, différentes modalités d'engrais verts semés un interrang sur 2 en octobre et détruits en mai. Donc, en 2011, nous avons réalisé une première étape d'expérimentation qui a visé à la comparaison de différents types de couverts végétaux composés de différentes associations d'espèces de plantes appartenant à 3 familles différentes, donc des graminées, des crucifères et une légumineuse qui était la févrole. Voilà, donc là je vais vous présenter premièrement cette première série de résultats. Donc pour que tout le monde visualise bien de quoi on parle, voici une illustration de ce que peut donner en fait un couvert de févrole juste avant sa destruction en mai. Donc on voit que ça peut représenter une biomasse importante que l'on restituera au sol. Et donc ça m'amène à faire le lien avec les performances des couverts végétaux que nous avons enregistrés en termes de biomasse produite. Donc ce que nous pouvons voir là, sur nos 3 groupes de familles de plantes, c'est que finalement les plantes, donc les céréales de la famille des graminées, ont développé une biomasse pas significativement plus importante que l'enherbement naturel. Les crucifères, une biomasse intermédiaire, en fait, un peu plus importante mais faible. Et finalement, c'est la févrole, en fait, la légumineuse, qui a développé une biomasse la plus importante, de 0,35 kg de matière sèche par mètre carré, ce qui représente, si on le ramène à l'hectare, un rendement de la févrole de 3,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc logiquement, c'est la févrole qui présente la plus forte potentialité de restitution en azote, d'apport d'azote au mètre carré. Et ce couvert avec un C sur N faible, en fait, est plus susceptible de se minéraliser rapidement et d'apporter de l'azote rapidement au sol et donc à la vigne. Donc rapidement, si on fait le point en fait, sur l'incidence de ces différents types de couverts végétaux sur les paramètres de production, nous voyons que les couverts non légumineuses ont eu un effet finalement plutôt dépréciatif sur le rendement. Donc là, on a vu une baisse de rendement de moins 17%, en lien en fait avec une baisse de la teneur en azote des feuilles à floraison, donc qui indique l'hypothèse, c'est qu'on a pu avoir une immobilisation de l'azote au moment de la minéralisation des résidus des couverts. A contrario, en fait, le couvert à base de légumineuses, donc à base de févrole,
a permis une amélioration de la nutrition azotée de la vigne, qui s'est traduite par l'augmentation de différents indicateurs, que ce soit au niveau du sol, de la vigne ou du mou. Et donc au final, nous avons observé une augmentation de la teneur en azote des mous de plus 19%. Donc, pour passer à une deuxième phase de notre étude, donc en 2012, suite à ce constat en fait d'un bon développement de la févrole et d'incidence positive en fait de ce couvert à base de légumineuses sur les paramètres de production, nous avons conservé en fait la févrole un peu comme un couvert modèle et nous lui avons appliqué différents modes de destruction. Et nous avons essayé d'évaluer en quoi ces modes de destruction pouvaient jouer sur la dynamique de minéralisation de l'azote. Donc les modes de destruction que nous avons évalués, c'est d'une part un broyage avec déport des résidus végétaux sous le rang, un broyage suivi d'un enfouissement des résidus végétaux mais laissé sur l'interrang, ou alors un simple roulage, donc pas un broyage des résidus végétaux, et suivi en fait, et on a laissé ces résidus végétaux sous forme d'un mulch à la surface du sol. Donc en termes de résultats, donc au niveau du sol, déjà si on s'intéresse à ce qui s'est passé au niveau de l'évolution du stock d'azote minéral dans le sol, dans l'interrang sur 0,30 cm, donc nous avons les courbes d'évolution pour chacune des modalités. Mais ce qu'il faut retenir en fait, on va dire de manière plus synthétique à la vision de ces courbes, c'est que globalement sur l'ensemble des modalités, la minéralisation de l'azote s'est effectuée plutôt tardivement dans le cycle, donc plutôt fin août, enfin plutôt au moment de la véraison. Et que la libération d'azote minéral a été augmentée par la restitution des engrais verts. Et cette augmentation a été majorée par le fait d'enfouir les résidus végétaux. Et donc on voit qu'au moment de la véraison, on a un stock d'azote minéral dans le sol qui est 5 fois plus élevé sur la modalité où on a restitué la févrole et où on l'a enfouie par rapport aux témoins. Donc si on regarde en fait ce qu'on a observé au niveau des paramètres de production, nous voyons qu'au niveau du rendement, nous avons atteint l'objectif de production IGP et que le rendement n'a pas été significativement impacté par les engrais verts, ce qui peut être relié notamment à la libération assez tardive d'azote. En revanche, au niveau de la vigueur, nous avons une tendance non significative à une augmentation du poids des sarments avec les résidus végétaux de févrole broyés et enfouis. Cette tendance nous amène à dire qu'il est nécessaire d'évaluer l'évolution de la vigueur à moyen terme, autrement dit qu'il faut suivre ce type d'essai sur plusieurs années et qu'il faut également voir s'il peut y avoir un effet cumulatif de ce type de pratique dans le temps. Donc, pour terminer, nous avons été dans le cadre de ces essais jusqu'à l'évaluation de l'incidence du mode de destruction des engrais verts sur la qualité des raisins et des vins. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, en lien avec ce qu'on a observé sur les 2 diapos précédentes, l'incidence en fait de la pratique d'engrais verts à base de légumineuses a été vraiment forte sur la teneur en azote des baies et nous avons enregistré une augmentation de la teneur en azote assimilable des baies de plus 30%, donc modérée de plus 30% à élevée sur les modalités où l'engrais vert a été enfoui ou roulé, et là on a une augmentation qui est de plus 65%, donc qui est très significative. Donc pour finir, un rapide bilan sur la technique des essais engrais verts. Donc les engrais verts, nous avons vu qu'ils avaient une influence importante sur l'alimentation azotée de la vigne, alors qu'ils soient ou non à base de légumineuses, mais que l'apport d'azote exogène en fait, via les légumineuses était une piste intéressante afin de concilier les bénéfices environnementaux liés à la pratique de l'enherbement tout en améliorant l'alimentation azotée de la vigne, qui est un peu le point limite lorsqu'on veut développer l'enherbement classiquement. Donc les limites de ce type de pratique, en fait, c'est leur coût et leur impact sur l'organisation du travail qui sont à prendre en compte, puisque là on est dans des semis qu'il faut réaliser chaque année. Et donc à moyen long terme, il sera important d'évaluer les effets cumulatifs ainsi que l'incidence sur les propriétés des sols, que nous avons mis un peu de côté dans cet exposé, de ce type d'itinéraire. Et donc en termes de conclusion générale, sur les couverts végétaux et l'enherbement, en fait, peu importe finalement le vocabulaire que l'on emploie. Donc ce type de pratique, en fait, ce type de couvert ouvre de nombreuses perspectives de pratiques innovantes. Et les couverts végétaux sont une piste réelle pour se passer des herbicides,
à condition en fait de raisonner l'entretien du sol de manière globale et à l'échelle de la parcelle, voire de l'exploitation, et en fait d'adapter les itinéraires aux différents cadres de contraintes de production, en prenant en compte à la fois l'objectif de production, les contraintes pédoclimatiques et la variabilité des millésimes. Et donc pour répondre à toutes ces questions, l'objet des travaux futurs, ce sera de savoir quels indicateurs on peut mobiliser pour mettre en œuvre quelle de pilotage. Voilà, je vous remercie de votre attention.